Ok, je vous propose qu'on commence. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce 4e webinaire organisé par Chopin Technologies. Pour rappel, Chopin Technologies est une des sociétés du groupe KPM Analytics et l'objectif de ces webinaires, c'est de partager avec l'ensemble des acteurs de la filière blé, farine, pain, les meuniers, la seconde transformation, les instituts de recherche et plus globalement, toutes les personnes qui s'intéressent à cette thématique. Donc, de partager avec elles une série d'idées, d'informations, de savoir-faire, de retours d'expérience sur des thématiques qui nous semblent d'intérêt pour l'ensemble de la filière. Et typiquement, l'objet de cette 4e session, c'est d'aborder la notion d'absorption d'eau, d'essayer de comprendre ce que recouvre cette notion en termes de définition, en termes d'impact technologique, en termes d'impact économique, sur la façon de la mesurer, sur l'intérêt qu'elle représente en elle-même et savoir si elle est suffisante ou pas. Donc, c'est un petit peu les différents sujets qu'on va essayer de balayer rapidement aujourd'hui. D'un point de vue pratique, la présentation va durer une 30 à 40 minutes environ, à la suite de laquelle j'essaierai de répondre du mieux que je peux aux interrogations que cette présentation vous aura peut-être inspirées. Et donc, vous pourrez d'ailleurs, alors je vais mettre le petit pointeur, vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation directement via le module questions-réponses de Zoom. Autre point pratique, cette présentation va être enregistrée et l'enregistrement sera mis à disposition sur YouTube dans les prochaines heures, dans les prochains jours, et vous serez normalement informé de cette mise à disposition via l'email que vous utilisez pour vous connecter. Dernier petit point pratique, comme vous l'entendez peut-être, j'ai quelques petits soucis de gorge, donc j'espère que ma voix va tenir jusqu'à la fin de la présentation et je m'excuse par avance si jamais il y a quelques incompréhensions. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de rentrer dans le vif du sujet et en commençant par un contexte un petit peu de cette présentation. L'idée, c'est quoi? C'est que le grain de blé est l'une des céréales les plus consommées à travers le monde par l'être humain. Cependant, jusqu'à preuve du contraire, l'être humain n'est pas un oiseau. C'est-à-dire qu'il ne va pas consommer ce grain de blé en l'état, mais ce grain de blé va devoir être transformé d'abord en farine. La farine devra être transformée en pâte et la pâte en produit fini, que ce soit du pain, des croissants, une baguette, des biscuits, pour que l'homme soit capable de le consommer. Et bien sûr, la qualité de ce produit fini, alors je vais supprimer. Hop. Hop, excusez-moi, tout petit souci technique. Hop. Voilà. Je vais pouvoir reprendre. Oui, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, la qualité de ce produit fini, ou du produit fini que vous allez fabriquer, va dépendre de l'ensemble de cette chaîne de fabrication, en partant du grain que vous aurez sélectionné, du protocole ou du diagramme de mouture et des conditions de préparation du blé que vous utiliserez pour faire cette farine, et puis de la recette et du process de fabrication que vous allez utiliser pour fabriquer cette pâte et pour transformer cette pâte en pain. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps, dans les trentaines de minutes qui nous sont imparties, de passer en revue l'ensemble de ces facteurs. Et l'idée, c'est d'arriver à concentrer notre attention aujourd'hui sur cette pâte et plus spécifiquement sur l'absorption d'eau. Donc pour commencer par le plus simple et par la base, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de faire du pain chez vous, ou si ce n'est du pain, de fabriquer une pâte. Pour ce faire, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une farine que vous allez probablement aller acheter au supermarché. Cette farine, avant d'arriver à votre supermarché, c'est ce qu'on vient de voir, elle a subi tout un parcours de transformation, du grain de blé jusqu'au meunier. Et donc, bien sûr, la qualité de la farine que vous allez utiliser, elle va être la résultante de l'ensemble de ces opérations.
Une fois encore, cette farine, on ne va pas la consommer en l'état. On va devoir la transformer en une pâte. Et pour ce faire, il va falloir ajouter de l'eau et mélanger cette farine plus eau jusqu'à obtenir une pâte. Bien entendu, en fonction de la quantité d'eau que vous allez ajouter, la qualité de cette pâte va être différente. Si vous ajoutez peu d'eau, vous allez obtenir une pâte qui est sèche, qui est plutôt ferme, qui s'écoule mal, c'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir du mal à remplir le moule que vous allez utiliser. Potentiellement, une partie des particules de farine seront mal hydratées ou pas hydratées. Du coup, la fermentation va être plus lente, elle va être aussi inférieure et la pâte ne va pas obtenir son développement maximal. Cela va se traduire au niveau du produit fini par un produit de qualité moindre que celle que vous pouvez espérer, avec un volume plus faible, une couleur plus blanche, probablement une mie dense et ferme, et puis potentiellement un produit qui va se conserver moins longtemps et qui va rassir plus vite. Au contraire, si pour former cette pâte, vous ajoutez beaucoup d'eau à votre farine, eh bien, vous allez obtenir une pâte qui est humide, qui potentiellement va être collante, donc beaucoup plus difficile à manipuler, à mettre en forme, qui va nécessiter un nettoyage des surfaces que vous avez en contact desquelles la pâte aurait été, un nettoyage beaucoup plus long, et il y aura également une surfermentation. Et là encore, tous ces éléments vont avoir un impact au niveau du produit fini qui va être fabriqué. On risque d'avoir un volume en effet très important, mais peut-être même plus important que ce qu'on souhaite au départ. Vous allez avoir une mie qui est très aérée, peut-être presque trop aérée, avec des alvéoles trop grosses et trop irrégulières, qui ne seront pas forcément agréables pour le consommateur. Vous allez avoir un produit de taille et de forme pas forcément optimale, avec potentiellement un certain nombre d'asymétries qui le rendront beaucoup moins esthétique. Et puis, potentiellement, vous aurez aussi une mie plus hydratée, plus riche en eau, qui donc sera beaucoup plus susceptible d'être attaquée par des champignons, des moisissures, ce qui pourra altérer sa conservation au cours du temps. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que, en fonction de la quantité d'eau qu'on va mettre, du ratio entre la farine et cette eau, on ne va pas avoir la même qualité de pâte et pas la même qualité de produit fini. On va maintenant essayer de s'intéresser, de se dire, d'un point de vue économique, quelle est l'importance de cette absorption d'eau et est-ce qu'elle a une importance? La réponse est oui. Et globalement, l'idée première, c'est de se dire que plus l'absorption d'eau est élevée, plus j'ajoute d'eau à ma farine, plus les retombées financières sont favorables. Pour illustrer ça, je ne vais pas aller très loin, mais on peut imaginer qu'il y a une boulangerie industrielle qui fabrique à peu près 1300 pains par heure, avec un prix de vente de 0,7 €. Et puis, pour fabriquer ce pain, elle va utiliser de la farine, qu'elle va acheter à 97 centimes le kilo, et puis de l'eau, à seulement 35 centimes le litre. Donc, on voit bien, et ça, je pense que c'est une surprise pour personne, que l'eau est beaucoup moins chère que la farine. Ce qui veut dire que pour une même quantité de farine, si cette farine a une capacité d'absorption d'eau supérieure, je vais pouvoir ajouter plus d'eau à ma farine, produire plus de pâtes. Qui dit produire plus de pâtes dit également produire plus de pain, plus de produits finis, tout en limitant les coûts, puisque je vais juste rajouter un petit peu d'eau, et donc augmenter mon bénéfice. Donc globalement, plus ma farine absorbe, plus je vais pouvoir, pour une même quantité de farine, produire plus de pain, ou une autre façon de voir les choses, produire la même quantité de pain avec moins de farine, ce qui permet dans les deux cas d'augmenter mon bénéfice. Ce qui explique pourquoi j'étais en train de vous dire au début que plus l'absorption d'eau est élevée, plus c'était intéressant financièrement. Alors si en première approche, c'est vrai, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. Ce qu'on vient de voir dans les slides précédents, c'est que si j'ajoutais trop d'eau, on pouvait être confronté à des difficultés de collant, de machine maniabilité de la pâte, peut-être de prise de volume. Donc potentiellement, s'il y a un excès d'eau, on va à des problèmes technologiques, des problèmes de qualité du pain, des problèmes de maîtrise du processus vont apparaître, problèmes qui vont pouvoir se traduire par des pertes financières et potentiellement des pertes financières élevées si on est obligé de jeter le produit, que le produit n'est pas consommable ou n'est pas vendable. Donc oui, en première approche, mettre plus d'eau, c'est intéressant,
Mais dans la réalité, ce qu'il faut, c'est trouver le juste équilibre par rapport au produit qu'on veut faire, au process qu'on va utiliser et à la fin, à la qualité du produit que je veux obtenir. Et donc, la question, c'est globalement, comment faire pour pouvoir déterminer à quel moment j'obtiens la bonne consistance ou j'ai ajouté la bonne quantité d'eau. Et globalement, on va tester sa consistance. Donc, en gros, on va appuyer sur la farine et déterminer est-ce qu'elle est plutôt ferme, est-ce plutôt souple, est-ce qu'elle est plutôt collante. Et ça, c'est ce qu'on peut voir très facilement chez un boulanger. C'est ce qu'il va faire presque par habitude. Il va tâter sa pâte et en évaluer la consistance. Alors, en quoi cette consistance est-elle importante? Globalement, c'est le début, la phase de pétrissage, la phase d'absorption, de mise en pâte, c'est le début du processus de panification. C'est de là que va découler en grande partie tout le reste du processus et toute la qualité de ce processus. Et donc, en plus, généralement, dans beaucoup de process, elles se font à hydratation constante, à consistance constante, c'est-à-dire que le boulanger va fixer la consistance de pâte qu'il souhaite. Alors bien sûr, si on est au niveau artisanal, si je travaille dans ma cuisine, si jamais je me suis un petit peu trompé sur mon ajout d'eau, j'en ai mis un peu trop, je vais rajouter un petit peu de farine. Si j'ai mis un peu trop de farine, je vais rajouter un peu d'eau et je vais pouvoir arriver à gérer assez facilement ces contraintes technologiques et je vais pouvoir les surmonter sans trop de difficultés. Par contre, au niveau industriel, ces mêmes difficultés vont être beaucoup plus difficiles à manager. Et c'est pourquoi, pour les industriels, il est absolument essentiel de travailler toujours avec une consistance de pâte qui soit optimale et bien plus encore qui soit constante. L'objectif, c'est de ne faire aucune adaptation ou en tout cas le moins d'adaptation possible. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut nous trouver un moyen de pouvoir contrôler cette consistance de pâte, de pouvoir contrôler ou déterminer la quantité d'eau qui va correspondre et qui va permettre d'obtenir cette consistance. Alors, c'est peut-être justement le moment d'arriver à définir un peu plus en détail ce que l'on appelle absorption d'eau. Pour faire simple, l'absorption d'eau correspond à la quantité d'eau ajoutée à la farine pour atteindre une consistance désirée et obtenir ainsi un produit dont la qualité est celle que l'on souhaite. Alors, en pratique, comment ça se passe? Au moment où on ajoute l'eau, il va y avoir en gros une compétition des différents éléments de la farine, les protéines, l'amidon, les fibres, pour fixer l'eau. C'est celui qui va la fixer la plus rapidement. Et puis, petit à petit, l'eau va hydrater les protéines et permettre le développement, la structuration du réseau de gluten. À la fin de ce processus, nous allons avoir une pâte qui aura la consistance déterminée, ou en tout cas qui aura la consistance liée à l'hydratation qu'on a adoptée. Et de la qualité de cette pâte dépendra bien entendu la qualité du produit fini. Ce que j'appelle qualité du produit fini, ce sont tous les paramètres tels que la texture, une mie dense, une mie plutôt aérée, une mie plutôt souple, le volume, la couleur, et puis toutes les caractéristiques organoleptiques qu'on peut associer à du pain, à du biscuit ou à un aliment. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment on peut évaluer la consistance et comment on sait au niveau industriel que la consistance que j'ai obtenue est celle qui m'intéresse? À l'heure actuelle, dans beaucoup d'entreprises, le boulanger qui est en charge du pétrissage va à la fin du pétrissage ou au cours du pétrissage tâter sa pâte et pouvoir ainsi vérifier que la consistance est celle qu'il souhaite. Donc, on a affaire à un contrôle ou une analyse sensorielle par simple toucher. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la pertinence, quelles sont les limites de ce contrôle manuel, de cette analyse sensorielle pour évaluer la consistance de ma pâte. On peut en effet très fortement supposer que d'un opérateur à l'autre, la sensibilité ne soit pas exactement la même et qu'un opérateur va juger qu'une pâte est bonne alors qu'un autre opérateur va juger au contraire qu'elle n'est pas tout à fait optimale. La question se pose alors de savoir où est la vérité et à quel moment je peux réellement dire que ma pâte a atteint la consistance que je souhaitais.
Ce qui veut dire également, si c'est dépend de l'opérateur, c'est que par définition, cette mesure de la consistance, de façon sensorielle, est largement subjective et va donc dépendre de l'opérateur. Elle va donc être par définition imprécise, puisque dépendre de l'opérateur à l'autre, et pour un même opérateur, va pouvoir dépendre de son état de formation. Peut-être qu'un même boulanger ne va pas forcément avoir la même lucidité en fin de journée qu'en début de journée, donc pas apprécier exactement de la même façon. Donc on voit bien qu'il y a quand même une part de subjectivité très importante liée à cette détermination sensorielle et manuelle de la consistance et de la quantité d'eau à ajouter. Dernier point qui est un petit peu différent, mais qui me semble tout aussi important, c'est que ce contrôle manuel va vous permettre d'avoir une idée, de voir si la consistance que vous avez obtenue est celle que vous attendez ou non. Mais si jamais elle n'est pas celle que vous attendez, vous n'aurez pas d'éléments d'information, d'éléments factuels pour essayer de comprendre d'où vient ce défaut, pour essayer d'aller plus loin et de corriger, de remédier à ce défaut. Donc, on voit bien que cette analyse sensorielle, elle a le mérite d'exister, mais qu'elle connaît quand même un certain nombre de limites et de limites importantes. La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les alternatives possibles? Et bien, la première des alternatives, c'est peut-être d'instrumentaliser cette mesure de la consistance de la pâte, de la rendre beaucoup plus objective, beaucoup plus pertinente. Et pour ce faire, il existe sur le marché un certain nombre d'instruments. Alors, bien sûr, le Mixolab, commercialisé par Chopin Technologies et KPM Analytics, mais vous avez pu entendre parler aussi du farinographe, du Doulab. Tous ces instruments vont vous permettre d'obtenir une détermination de la consistance et de l'absorption d'eau de vos farines de façon instrumentale, de façon objective et de façon totalement pertinente, répétable et reproductible. C'est-à-dire qu'on va obtenir la même information ou le même type d'information que celle qu'on peut obtenir via le boulanger, via son analyse sensorielle, mais de façon complètement objective. Alors, comment ça se passe? Globalement, ces instruments vont déterminer la quantité d'eau nécessaire pour obtenir une consistance de la pâte que l'on souhaite. Globalement, on va fixer une consistance cible. Il y a une procédure qui va être associée à chaque instrument, qui va indiquer un petit peu comment on va procéder. Et puis, on va ajouter la quantité d'eau jusqu'à obtenir cette consistance. Et on va comme ça déterminer l'absorption d'eau, la consistance de nos différentes farines, d'un échantillon par rapport à un autre, d'un échantillon par rapport à une référence. Donc, on a progressé, c'est-à-dire qu'on commence à instrumentaliser, à objectiver la mesure de la consistance et la mesure qu'on fait sur notre pâte. La question qui se pose quand même maintenant, c'est est-ce que cette simple mesure de consistance, cette simple mesure d'absorption d'eau, est-elle suffisante pour maîtriser l'ensemble du processus de panification? Et là encore, la réponse est malheureusement non. Et pour une raison principale, c'est que cette étape de pétrissage, elle est certes importante, elle constitue bien sûr la première partie du process, duquel toute la qualité du reste du process va découler, mais il y a bien d'autres éléments qui vont se passer et dont la qualité de la pâte va avoir un impact et que cette simple détermination de la consistance ne nous fournit pas. Typiquement, est-ce que ma pâte est tenace? Est-ce que ma pâte est élastique? Est-ce qu'elle est extensible? Est-ce qu'elle est poreuse? Est-ce qu'elle est collante? Tout ce type d'information n'est pas obtenu par une simple détermination de la teneur en eau. Et on voit bien le boulanger, lorsqu'il analyse sa pâte, il ne va pas juste mesurer sa consistance, il va commencer à aller regarder un petit peu comment elle se déforme, jusqu'à quel moment il peut l'étirer sans qu'elle rompe. Donc, on voit bien que la notion d'absorption d'eau est certes nécessaire pour maîtriser le processus, mais elle est loin d'être suffisante. Et donc, il faut qu'on aille plus loin. Histoire d'illustrer un petit peu cette nécessité d'aller plus loin, on peut regarder aussi l'exemple de deux farines, A et B, qu'on a ici, qui ont une capacité d'absorption d'eau identique. 60,7 pour l'une, 60,8 pour l'autre, autant dire absolument identique. Mais si on regarde leur composition, on voit bien qu'elles n'ont pas la même teneur en protéines, pas la même teneur en amidon endommagé, pas la même teneur en cendres, donc en fibres. Et on peut imaginer comme ça pour l'ensemble des constituants. Et il y a fort à parier
que si on met ces deux farines sur la même ligne de production, dans les mêmes conditions de production, le résultat à la fin soit très différent, que ce soit en termes de qualité de la pâte lors du processus de panification, mais également en termes de produit fini. C'est-à-dire que le pain que vous allez produire soit très différent selon que vous utilisiez la farine A ou la farine B. Donc, c'est bien la preuve supplémentaire que cette simple mesure de l'absorption d'eau, c'est un paramètre nécessaire, mais non suffisant. Alors, comment ça peut essayer de s'expliquer et pourquoi il est important que ce taux d'absorption ne soit pas considéré par lui-même et pas indépendamment des caractéristiques viscoélastiques de la pâte? C'est un tout qu'il faut regarder. En fait, chacun des principaux composants de la farine, soit les protéines, l'amidon ou les pentosanes, ont une capacité d'absorber de l'eau. Alors, plus ou moins importante, globalement, les protéines vont absorber entre 7 et 10%, l'amidon entre 0,3 et 3 fois selon qu'il est natif ou endommagé, les pentosanes 15 fois. Donc, globalement, plus on a de ces constituants, plus l'absorption va être élevée. Maintenant, si chacun de ces constituants absorbe de l'eau, il va avoir un effet différent sur la qualité de la pâte. Typiquement, nos protéines vont principalement affecter les phénomènes d'élasticité et d'extensibilité. L'amidon, notamment l'amidon endommagé, va être beaucoup plus impactant sur les phénomènes de collant de la pâte, et les pentosanes vont avoir un impact prépondérant sur les notions de viscosité. Donc, on voit bien que même si chacun absorbe de l'eau, en fonction dont l'eau se répartit, on va au final avoir une pâte avec une rhéologie, un comportement très différent. Alors, la question, voilà, on a vu qu'on avait des outils pour pouvoir déterminer cette absorption d'eau. La question, c'est est-ce qu'il existe des outils pour pouvoir mesurer, évaluer ce comportement rhéologique des pâtes et nous permettre d'aller plus loin dans la compréhension et dans la sélection de nos échantillons et de nos farines? La réponse est oui. Même si la panification est un processus complexe, eh bien, il existe sur le marché, et notamment au sein de la gamme KPM Academy, un certain nombre d'outils qui vont permettre de pouvoir mesurer, évaluer la qualité de ces différents constituants. Et c'est ce que je vais essayer de passer en revue maintenant. Alors, la première réflexion qu'on peut se faire, on vient de voir, là, il y a 2 slides, que globalement, chacun des constituants de la farine, les protéines, l'amidon, les fibres, absorbaient de l'eau. Et que, en fonction de si on absorbait si c'était plutôt les fibres qui absorbaient plutôt l'amidon ou plutôt les protéines, on n'allait pas avoir exactement le même comportement de notre pâte. On peut se dire que dans ce cas-là, il suffit de pouvoir quantifier chacun de ces constituants pour pouvoir avoir une bonne vision de la qualité de notre pâte et du produit fini. Et puis, la chance, c'est qu'il existe sur le marché des appareils d'infrarouge, alors typiquement le SpectraStar de la gamme KPM, qui sont utilisés pour pouvoir déterminer de façon très simple et très rapide ces aspects quantitatifs, teneur en protéines, teneur en amidon, teneur en fibres. Malheureusement, si cette approche est très plaisante, puisque très simple, la réalité est, elle, beaucoup plus complexe. En effet, ces méthodes d'analyse vont permettre de quantifier chacun des constituants, de dire quelle quantité de protéines j'ai, de quelle quantité d'amidon. Mais ils ne vont en aucune manière me donner une information sur la qualité de ces protéines, sur la qualité de cet amidon, sur la qualité des fibres. Et cette qualité est au moins aussi importante dans le résultat final que la notion de quantité. Donc, clairement, ces analyses quantitatives, par spectroscopie par exemple, ne permettent pas d'expliquer le comportement de la pâte pendant le processus de panification et ne vont donc pas permettre d'anticiper ou de prédire les caractéristiques du produit fini. Il faut qu'on trouve d'autres outils pour pouvoir répondre à ces besoins et à cette demande. Alors, le premier de ces outils qui permet d'y répondre
de façon pertinente, c'est l'alvéographe ou l'alvéolab. Donc l'alvéolab, globalement, il va mesurer l'absorption d'eau, ce qu'on vient de voir, mais il va aussi mesurer les caractéristiques de la pâte, telles que la ténacité, l'extensibilité et l'élasticité. Et l'avantage de cet alvéolab, c'est que les paramètres, les informations qu'il va nous fournir, telles que la ténacité, la capacité de déformation ou force boulangère, l'élasticité de la pâte, l'extensibilité de la pâte, sont très facilement reliés ou reliables avec l'analyse que peut en faire le boulanger. Mais comme pour l'absorption d'eau tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on va mesurer le même type de paramètres, mais là encore de façon beaucoup plus objective et de façon beaucoup plus pertinente. Donc, l'alvéolab, en fournissant ce type d'information, permet là encore de rationaliser l'information et de la rendre beaucoup plus pertinente. Un autre outil qui peut être très utile aussi dans cette compréhension et de cette mesure de l'absorption d'eau et des caractéristiques de la pâte, c'est le mixolab. Ce dernier va permettre en gros d'avoir une multitude d'informations de façon très simple, de l'absorption, j'allais dire, jusqu'à la cuisson, par une simple analyse. Et va vous fournir ainsi une information sur la qualité de votre pâte, sa qualité rhéologique, ce qu'on vient de voir, la quantité d'eau qu'elle peut absorber, mais également avoir une information, des indications sur la qualité et sur du produit fini, quel volume on peut espérer, quelle structure de mie on va pouvoir aller chercher, quelle va être la couleur de mon produit, et avoir aussi une indication de sa capacité à se conserver dans de bonnes conditions et de façon efficace. Un autre paramètre qui est aussi très important, c'est l'amidon endommagé. Donc, clairement, un outil tel que le SD-Matic permet de mesurer cet amidon endommagé de façon très simple, en quelques minutes, et sans avoir des opérateurs très entraînés. Alors, pour rappel, l'amidon endommagé, c'est l'œuvre du meunier, c'est-à-dire que cet amidon endommagé, il est produit lorsque l'on transforme le blé en farine. Sa production, cette quantité d'amidon endommagé va être plus ou moins importante en fonction du type de blé qu'on va mettre en œuvre, du process de mouture qu'on va mettre en œuvre, mais dans tous les cas, on va en produire. Et pourquoi il est aussi important? Eh bien, parce que globalement, si on se rend compte que de nombreux phénomènes, souvent pénalisants au niveau de la fabrication du pain, d'autres biscuits, tels que les problèmes de collants, de fêle, de durée de vie, de cloques, de surface et de volume irrégulier, sont associés au moins pour partie à cet amidon endommagé et souvent à un déséquilibre entre amidon endommagé et protéines. Donc, on voit bien que ceci est un élément central et qu'il est donc très important pour l'aumônier de pouvoir contrôler la quantité d'amidon endommagé de la farine qu'il produit et pour le boulanger de pouvoir contrôler la quantité d'amidon endommagé de la farine qu'il va utiliser et de définir pour les productions qu'il veut faire le niveau optimal de cet amidon endommagé et pouvoir ensuite contrôler que livraison après livraison, cet amidon endommagé est bien constant et bien conforme à son souhait. Dernier point, et autre instrument, c'est aussi, on a vu que jusqu'à présent, que ce soit l'alvéolab, le mixolab, vont globalement vous donner une tas d'informations sur les caractéristiques rhéologiques de la pâte et sur l'absorption d'eau. Mais sur l'absorption d'eau de façon globale, sans faire de distinguo entre la quantité d'eau qui va être absorbée par les protéines, de celle qui va être absorbée par les pentosanes ou les fibres ou par l'amidon endommagé. Et il y a des fois où cette information peut être importante et peut permettre, pour une même absorption d'eau globale, de sélectionner une farine qui aurait plutôt une absorption liée à la protéine plutôt qu'à une absorption liée à l'amidon endommagé. Et il y a un appareil qui s'appelle le SRC Chopin 2, donc SRC pour Solvent Retention Capacity, qui va permettre d'appréhender ce type d'information et de déterminer si, pour une farine donnée, l'absorption est plutôt liée aux amidons, plutôt liée aux protéines ou plutôt liée aux fibres. Et ce que je vous disais, en fonction du type de produit que vous allez chercher à faire,
eh ben, vous allez plutôt sélectionner, dans la mesure du possible, une farine qui va avoir des critères spécifiques à votre besoin. Typiquement, si on fabrique du pain, on va peut-être chercher plutôt une absorption liée au gluten pour pouvoir développer un réseau qui soit optimal et peut-être pas trop d'amidon endommagé pour éviter les problèmes de collants. Si vous fabriquez des cookies, ben là, on va plutôt chercher peut-être à limiter de façon globale l'absorption d'eau et donc limiter tout ce qui est l'absorption, qu'elle soit liée au gluten, à l'amidon endommagé, au pain, tout ça. Donc, bien sûr, ces caractéristiques sont dépendantes du produit que vous allez faire, de la façon dont vous allez le faire, mais là encore, vous allez pouvoir, grâce à cet appareil, avoir une vision plus fine et donc mieux sélectionner, mieux contrôler vos farines en fonction de vos besoins spécifiques que vous aurez déterminés. Donc, si on fait le tour, on voit qu'au sein de la gamme de Chopin Technologies, vous avez un panel d'instruments qui vont vous permettre de contrôler l'ensemble des constituants principaux de la farine et de pouvoir non seulement mesurer l'absorption d'eau de votre farine, de dire d'où elle vient, mais également de pouvoir évaluer la qualité rhéologique de la pâte qui est issue de cette hydratation. Alors, on va essayer maintenant d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que jusqu'à présent, on s'est intéressé principalement à des pâtes avec des formulations assez simples. Basiquement, je vous ai parlé d'eau et de farine. Il est clair que dans la réalité, de nombreux produits boulangers sont plus complexes. Alors, il y a au minimum de l'eau, de la levure, du sel, mais potentiellement, on va rajouter de la matière grasse, on va rajouter des sucres, on va ajouter des additifs et tout un tas d'autres ingrédients. Et il est probable que ces ingrédients vont avoir un impact sur la consistance de la pâte, donc sur la quantité d'eau que vous allez devoir ajuster pour obtenir cette consistance. Et puis, ils vont certainement aussi avoir un impact sur la qualité rhéologique, sur le comportement rhéologique des farines que vous allez produire. Et l'idée, c'est là encore de pouvoir avoir des outils qui vont pouvoir vous aider à mettre en évidence cet impact, à pouvoir le quantifier et à pouvoir le gérer, à trouver des solutions les plus adaptées pour le contrôler et le manager. Alors, juste à titre d'exemple, on a ici fait une petite série d'études sur l'impact de l'ajout de beurre d'un côté et de sucre de l'autre. Donc, c'est une étude qui a été menée sur du Mixolab, à hydratation égale, et on voit clairement que le fait d'ajouter du beurre à ma pâte va changer complètement la consistance de ma pâte tout au long du process, au niveau du pétrissage comme au niveau de la cuisson. Idem pour le sucre. Donc, on voit bien que l'eau, la farine ont bien sûr un impact sur cette consistance, mais que les autres ingrédients vont y participer. Et que bien sûr, si on veut avoir une maîtrise la plus complète possible, il va falloir aussi aller étudier, maîtriser ces différents constituants. Et des outils tels que le Mixolab vont vous y aider et vont vous permettre de relever ce challenge. Alors, on va revenir aussi sur un petit point. Je vous ai dit que globalement, l'absorption d'eau, c'était en gros la quantité d'eau qu'on peut ajouter à la farine pour obtenir une consistance déterminée. Donc ça, c'est une définition. Il est clair maintenant qu'en fonction du type de produit qu'on va vouloir fabriquer, cette consistance déterminée va changer. Si on veut fabriquer du pain, on ne va pas utiliser le même type de pâte que si on veut fabriquer des crêpes. Dans le deuxième cas, on va avoir une pâte beaucoup plus liquide que dans le premier. Idem, si on veut fabriquer des biscuits, on risque d'avoir des pâtes aux textures et à la consistance intermédiaire. Donc ça aussi, cette notion de consistance cible ou de consistance souhaitée est à définir en fonction du produit qu'on veut fabriquer. On peut aussi essayer de dire que l'objectif, ce qu'on disait d'un point de vue économique, globalement, plus on ajoute d'eau, mieux c'est, sous réserve de ne pas trop en ajouter pour éviter les problèmes technologiques. Ce qui est plutôt vrai d'ailleurs chez les producteurs de pain qui vont essayer de favoriser un maximum d'hydratation pour augmenter le rendement. Mais ce qui est beaucoup moins vrai chez les producteurs de biscuits pour lesquels la problématique est un peu différente, c'est-à-dire qu'ils vont en effet besoin d'apporter de l'eau pour lier les différents constituants entre eux, pour créer quand même du lien entre les particules de farine.
Mais cette eau, ensuite, ils vont devoir l'évacuer puisque le produit, c'est un produit sec. C'est-à-dire qu'ils vont devoir le cuire et évacuer l'eau. Et plus ils auront mis d'eau au départ pour former la pâte, plus il va y avoir d'eau à évacuer pour obtenir un produit sec. Et qui dit plus d'eau à évacuer, dit plus d'énergie à apporter et donc des coûts de séchage beaucoup plus importants. Donc là encore, on voit bien qu'en fonction du type de produit qu'on veut faire, les problématiques peuvent être un peu différentes. Non pas forcément dans l'approche, mais dans les cibles qu'on va se fixer. Dernier point, on a vu que la consistance dépend de la recette, elle va dépendre du produit qu'on veut fabriquer, mais il y a un paramètre qu'il ne faut pas également oublier, c'est le processus de fabrication qu'on va utiliser pour fabriquer ce produit. J'en veux pour exemple ici un même produit, on va dire une sorte de pain bâtard, qui est fabriqué sur 2 lignes de production différentes, ligne A, ligne B, c'est-à-dire qu'on produit le même produit fini, mais en n'utilisant pas exactement le même pétrin, pas forcément les mêmes diviseuses, pas les mêmes bouleuses, pas les mêmes fours. Le process est différent. Et on va se rendre compte, dans ce cas-là, qu'en fonction de la ligne qu'on va utiliser, la consistance optimale de ma pâte, la rhéologie optimale de ma pâte va être différente. Dans le cas de la ligne B, par exemple, on va avoir une pâte qui va être de consistance moindre que sur la ligne A. Ce n'est pas bien, c'est pas mal. C'est ce que requiert le processus de fabrication. Et donc, vraiment avoir en tête que pour pouvoir optimiser le process, optimiser la rhéologie de ma pâte, il faut le faire en fonction du produit qu'on veut fabriquer et de la façon dont on veut le fabriquer. Donc voilà, j'en suis arrivé au bout. Et si je devais synthétiser, on va se dire qu'on voit bien que les challenges liés à l'absorption d'eau, donc déjà la quantité pour obtenir la consistance qu'on veut, sont nombreux. Cette quantité ajoutée, mais elle est importante, ce que je vous disais tout à l'heure, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante, puisqu'on vient de voir, on vient de démontrer durant cette présentation que pour une même absorption globale, le comportement de ma pâte va être très différent en fonction de la façon dont cette absorption est obtenue. Plutôt de la protéine, plutôt de l'amidon, plutôt des fibres. Donc l'idée, c'est que nous devons non seulement mesurer cette absorption, c'est crucial, mais il est tout aussi crucial d'évaluer les effets de cette absorption sur le comportement de la pâte et du produit fini. Et ce qu'on vient de voir, c'est que Chopin Technologies vous propose toute une gamme d'instruments qui permettent de vous aider dans cette entreprise, dans ces challenges et dans votre besoin et votre nécessité de contrôler vos pâtes et votre process. Alors, c'est vrai qu'on s'est focalisé durant cette présentation principalement sur les produits de la gamme Chopin, donc là, le Violab, le SRC, le Mixolab et le SD-Matic. Mais au sein de la société KPM, il existe aussi d'autres outils qui peuvent avoir un intérêt pour vous. Donc, tout un tas, ce qu'on a pu voir, évoquer, d'analyseurs pour déterminer infrarouge ou par résonance pour mesurer l'humidité ou diverses compositions. Et peut-être aussi, ce qui peut être intéressant, c'est aussi des outils de vision pour pouvoir évaluer de façon, là encore, instrumentale et donc beaucoup plus objective et pertinente la qualité du produit fini. Mesurer sa taille, mesurer sa forme, mesurer sa couleur. Et je parle bien de mesure et pas d'évaluation sensorielle telle qu'elle peut être faite par un boulanger ou par un opérateur humain. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi à m'entendre et que mon discours était suffisamment compréhensible. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant essayer de répondre à vos interrogations s'il y en a. Alors, hop, je suis perdu. Alors, première question. Oui, alors une question qui concerne les instruments de mesure de l'absorption d'eau.
Donc, globalement, oui, il existe plusieurs instruments. Chacun va en effet avoir un fonctionnement un peu différent, va donner une valeur relativement différente. Par contre, ce qui est clair, c'est que toutes ces mesures seront très fortement corrélées les unes avec les autres. C'est-à-dire que vous fassiez votre absorption d'eau sur du Mixolab, sur du Farino, sur du Doulab, vous n'aurez pas forcément la même valeur, pas exactement la même valeur, mais elles seront toutes corrélées et très fortement corrélées entre elles. Autre question. Ok. Non. A priori, pas d'autres questions. Non. Et bien dans ce cas-là, je vais au sujet du Mixolab, y a-t-il des limitations sur le type d'ingrédients que l'on peut utiliser pour évaluer la viscosité des pâtes? Bonne question. Et j'allais dire potentiellement non, à partir du moment où c'est sous forme de poudre, ou en tout cas d'une matière qui peut s'intégrer à la pâte. Après, le principe du Mixolab, c'est une mesure de consistance. Donc, si l'ingrédient n'a pas d'effet sur la consistance, ça ne se verra pas, mais potentiellement non. Alors après, il y a peut-être des notions de granulométrie. Il est clair que si vous avez des ingrédients, des particules, des copeaux de chocolat, des graines entières, ça risque d'être plus difficile à manager au niveau de l'appareil. Mais à la base, et potentiellement, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas réellement de limite au niveau du type d'ingrédient. La difficulté sera peut-être aussi au niveau du mode d'incorporation en fonction des niveaux d'incorporation que vous voulez ajouter. Mais potentiellement, tout est à peu près envisageable. D'autres interrogations? Non, on semble donc avoir fait le tour. De toute manière, je vous propose qu'on mette fin maintenant à cette session. Bien entendu, si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent suite à cette pression de présentation, qui vous viennent dans les jours qui suivent, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons du mieux qu'on peut pour y répondre. Je vous remercie pour cette participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis de belles fêtes de fin d'année. Au revoir, merci.